Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! C'est à travers son livre Femmes désirées, Femmes désirantes, paru en 2006, que j'ai découvert le travail précieux et unique de cette femme engagée activement dans le mouvement d'émancipation de la femme. Danielle Flomenbaum est gynécologue de la Faculté de médecine de Paris depuis 1972. Après 12 années de pratique de la gynécologie, elle étudie la médecine chinoise et l'alchimie sexuelle taoïste et devient gynécologue acupunctrice. Au même moment, elle découvre la psychanalyse transgénérationnelle qui met en évidence la notion d'héritage ancestral. Ces nouveaux outils transforment sa vie de femme et sa clinique, et son travail transformera de nombreuses femmes. Bienvenue, Madame Flammenbaum. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Et moi aussi, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir parce que, d'abord, vos ouvrages ont rejoint tellement de femmes et votre travail aussi depuis toutes ces années ont tellement fait vous avez contribué au changement, je suis certaine, en tout cas à l'intérieur de plusieurs femmes déjà. Vous parlez, vous êtes une femme quand même qui avait mis de l'avant l'émancipation de la femme, mais aussi de sa sexualité, Oui, de sa santé sexuelle, est-ce qu'on peut dire ça? oui, de sa santé affective, sensuelle et sexuelle, absolument. Qu'est-ce qui a motivé votre, votre décision d'aller vers ce domaine plus spécifique après des études en médecine? C'est ma découverte personnelle, bien sûr. Si vous voulez, moi, je fais partie de la génération de gynécologues, la première à prescrire la pilule en France. La pilule sort sur le marché en 1965. Et moi, je commence à exercer en 1972, dans les années 70, où déjà je milite au planning familial de Paris. Donc nous sommes très peu nombreuses à être actives, mais par contre nous sommes très actives. Nous sommes très actives au planning, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, mais à militer, je dirais, pour que les femmes se prennent en main et ne soient plus enceintes comme une fatalité, ne tombent plus enceintes. Hein, Hmm. que cet événement de mise au monde d'un nouvel être soit une fête, soit extraordinaire et ne soit pas une fatalité qui peut être dramatique. Et dramatique, pour moi, qui me place toujours de la place de l'enfant, je Hmm. trouve terrible pour un enfant de naître dans une famille où on n'est pas désiré, puisque on est contingent de cette ambiance familiale. Hmm. Et donc, cette, excusez-moi, arrivée sur Terre, désirée dans le partage des deux futurs parents, un féode, un début de vie qui nous propulse déjà à l'âge adulte, en adulte, pouvant être heureux d'exister sur Terre. D'ailleurs, On vous parlez du poids de l'héritage psychologique légué même par nos ascendants. Absolument. Hein, comment là, on est, et j'ai envie de vous dire tout de suite, puisque là, en 1970 et 2025, hein, ça fait 55 ans. Ça fait 55 ans où je commençais vraiment à avoir conscience, moi, comment il était important que les femmes
prennent conscience qu'elles pouvaient faire différemment de leur mère et de leur grand-mère. Hmm. Parce que la contraception a changé la société. Hein, Hmm. de permettre à une femme de ne pas être enceinte quand c'est pas le moment pour elle, quand c'est pas le moment pour le couple, quand c'est pas le moment pour la rencontre, et donc quand c'est pas le moment pour le futur arrivant, c'est une révolution sociale Hmm. et psychique. Donc, si vous voulez, nous, on démarre dans une dynamique d'éveil. Pour moi, si vous voulez, jeune gynécologue qui militait de toute ma foi pour que les femmes se prennent en main, je n'avais pas encore conscience de mon orientation vers l'épanouissement sexuel qui permettait de différencier le maternel et le féminin, la mère en nous et la femme en nous. Moi, j'avais la certitude naïve que le fait de ma conscience de me prendre en main, de savoir que j'avais le droit et le désir de découvrir ma sexualité, allait obligatoirement me permettre de la vivre d'une façon épanouie. Je n'ai pas pensé une demi-seconde que j'allais avoir des freins, une mémoire dans mes cellules qui allait m'empêcher, qui allait me garder dans les femmes de ma famille qui ne savaient même pas ce que c'était puisque c'était interdit au niveau Hmm. social de vivre épanoui, d'épanouir sa vie sexuelle. La femme était assimilée à devenir une mère et non pas une femme heureuse. Et pensez-vous que c'est ce cadre-là qui a fait que, à l'époque, mais je pense encore aujourd'hui, que les femmes souffrent de pas vivre leur sexualité comme elles le souhaiteraient? Mais bien Donc, sûr, quand je parle du cadre, bien sûr, je parle de ces fameuses étiquettes. La femme doit ceci, doit cela. ah non, mais si vous voulez, on n'est pas encore, on n'arrive pas, et je veux dire le social et le médiatique, et donc merci à vous de promulguer cette ouverture, parce que maintenant les jeunes, bien sûr qu'elles ont envie d'être devenir des femmes heureuses dans le consentement, hein, avec tout ce que comporte aussi les progrès de l'évolution de la morale et de la société. Mais il y a un déni encore total de cet héritage transgénérationnel, de cet héritage d'un interdit de vivre la jouissance, d'un interdit de jouir. Les femmes contiennent, sans le savoir, un interdit de jouir qui va donner toute une panoplie de pathologies physiques, affectives et psychiques. Hmm. Et on en est toujours là. Et c'est vrai que mon dernier livre, qui s'appelle À corps et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre, j'essaye d'expliquer pourquoi c'est si difficile d'y arriver à être une femme épanouie, heureuse dans la communication et le partage sexuel. Vous parlez entre autres de trois encombrements. Oui, absolument. Je parle des encombrements, alors parentaux. Déjà, nos parents vont inféodés, hein, on est dans ce cocon familial, on est dans ce cocon maternel, on est dans un cocon materno-paternel, j'ai envie de dire quand tout va bien quand même, et cette, leur façon de penser, leurs croyances, leur façon de vivre eux-mêmes leur sexualité et leur vie d'homme et de femme et de père et de mère imprègnent en nous des mémoires, des engrammes,
dans notre façon de vivre notre futur statut de mère et de femme, d'homme et de père. C'est pas encore bien inscrit dans le social, ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que 68 en France est passé par là, la révolution sexuelle est passée par là, partout, j'ai envie de dire. Mais il n'a, ça veut dire, hein, peace and love, faites l'amour et pas la guerre, ce qui est toujours le bonheur de vivre, n'a pas pu se développer aussi magnifiquement qu'on l'aurait souhaité à cause de barrières intérieures que l'on contient dans la plus grande inconscience. Hmm. Comment penser jeune, on est toute contente bah, de s'éveiller quand tout va bien, hein, je parle quand tout va bien, de pouvoir eh ben, s'ouvrir, découvrir, et ben, se découvrir, on est ému, on est curieuse, ben, on a envie d'être amoureuse. Et on est amoureuse, et quand on ose le vivre, quand on ose s'y risquer dans la charnalité du corps et dans la sexualité, eh ben, c'est quand même malheureusement beaucoup moins simple qu'on le souhaiterait. On a des freins, des blocages, bah, plus que des maladresses, des impossibilités, hein, la découverte. Et encore, on peut, si vous voulez, c'est ça qui est important, on peut oser la découverte. On peut oser, on est stimulé par les copines, on a envie d'y arriver, et on peut oser sa liberté. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand il va y avoir une rencontre de cœur, d'esprit, qui va entraîner un engagement de vie, où on va s'engager parce que c'est lui, parce que c'est elle, on le sait, c'est ça qu'on veut. Alors on commence par une idylle enchanteresse, Mhm. et puis le quotidien de la vie. On s'était rencontrés dans la liberté de la découverte de l'homme et la femme en nous, et le quotidien et l'engagement du cœur, c'est ça qu'il faut comprendre, nous propulse à l'avant de nos lignées, qu'on crée une famille ou pas. Automatiquement, le fait d'un engagement d'amour nous fait recontacter notre amour familial. Mhm. C'est la même qualité d'amour que l'on a connu bébé, enfant, avant 3 ans, avec son père, avec sa mère, et nous voilà partis à récupérer notre héritage paternel et maternel. Et d'un seul coup, eh ben, on voit plus le conjoint ou la partenaire de la même façon. On était avec nos lunettes roses. On n'était pas dérangé par ce qui nous déplaisait dans l'autre. Ça n'avait pas d'importance. On en faisait fi. On l'acceptait comme il était. On était respectueux. Et là, d'un seul coup, le fait d'une vie en commune, alors d'autant plus quand les enfants vont arriver, eh ben nous voilà partis à refaire famille, réelle ou pas, et à se mettre à savoir pour l'autre, à se mettre à le considérer, eh ben, pas tout à fait respectueusement. On voudrait qu'il soit comme ci, on voudrait qu'il nous comprenne comme ça. Il pourrait quand même nous comprendre sans qu'on ait besoin de parler. Ça, c'est une situation de petit enfant où on demande à sa mère
de nous comprendre comme on est avant de savoir parler. Donc, si vous voulez tout ça, j'ai essayé de raconter ce premier empêchement, ce qui nous, le travail qu'il faut faire pour se remettre et ne pas lâcher la dynamique de nos féminins masculins dans la rencontre sexuelle, parce que le maternel et le paternel, qui sont asexués, prennent l'avant de la scène, et alors pour se retrouver dans son intimité sexuée, son plaisir, vous savez, moi j'ai eu la chance au bout d'une douzaine d'années de gynécologie allopathique, donc dans tout ce mouvement magnifique d'évolution, un saut quantique, Hmm. je me suis intéressée à la médecine chinoise. J'ai eu envie et la chance de pouvoir découvrir une autre médecine. Et ces gens-là, les Chinois de la Chine ancienne, savent parler de la sexualité. Alors que mes études de médecine ne m'ont appris, et elles m'ont appris des choses, il ne faut pas que j'exagère, mais elles ne m'ont appris qu'une médecine de la mère et pas de la femme. La médecine chinoise parle et sait parler de la sexualité dans une dynamique mais absolument magnifique, où on dit que la sexualité, ça entretient la santé. Wow. Et il n'est pas possible de ne pas vivre sa sexualité parce que sans sexualité, l'esprit ne peut pas s'épanouir. Alors vous imaginez que moi, qui étais une jeune gynécologue, une jeune femme qui essayait d'y arriver après quand même des difficultés un peu successives, d'échecs amoureux, voilà que je découvre une médecine qui me demande de me mettre au travail parce qu'on est responsable de soi et de sa santé. C'est pas le médecin qui est le maître à bord, c'est nous, quel que soit ce qu'on a. Nous sommes les chefs de notre santé. Alors bien sûr qu'on a besoin d'aide et d'assistants, mais ce sera toujours nous qui avons le pouvoir de décision. Hmm. Donc, si vous voulez, moi, c'est une révolution totale dans ma vie et je suis déjà mère. J'ai 42 ans déjà. Est-ce que ça a un impact sur votre rôle de mère, justement, de comment vous allez aborder les choses ensuite dans votre Bah, famille, mais absolument, puisque avec... si vous voulez, alors c'est pas seulement le fait d'apprendre la médecine chinoise, c'est aussi le fait d'être curieuse. Mon mari était psychanalyste et était un psychanalyste, un des avant-gardistes de la psychanalyse transgénérationnelle. Et moi, j'étais dans une dynamique de recherche des maladies chroniques, récidivantes, et là, je me rendais bien compte qu'on avait un héritage aussi transgénérationnel. Donc, comment l'impact sur mes enfants de toute ma découverte de médecine chinoise et de mon travail personnel de psychanalyse, bah, c'est que je savais qu'il fallait qu'on parle de parler de sexualité aux enfants. pour leur Ça ne santé. voulait pas dire qu'il fallait leur parler de comment on faisait l'amour, mais ça Mhm. veut dire qu'il fallait qu'on leur dise que la sexualité existe quand on est adulte et que plus tard, comment ils vont être contents de découvrir ce qu'ils ne peuvent pas toujours vivre parce qu'ils sont trop petits. Et Mhm. donc, ils seront heureux parce qu'ils seront plus forts, ils seront plus dynamiques. C'est la sexualité va leur rapporter quelque chose euh, qui est irremplaçable en dehors de savoir vivre sa sexualité. Et alors, il y avait euh, une jeune cliente à moi qui avait expliqué ça à sa fille. Et la petite fille, la fille, elle avait dit, mais alors à partir de quel âge je vais pouvoir commencer? Elle avait bien compris que ça allait être formidable et différent.
Donc, vous voyez, bien sûr que ça a inféodé ma façon d'être mère. Hmm. Puis, en parlant d'âge, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal? Et est-ce que vous pensez que ce serait souhaitable qu'on se découvre soi-même dans notre sexualité auparavant? Ou Ah, si vous savez, là, vous me posez deux questions en même temps. Alors, Oui. je vais reprendre une, puis après, je prendrai Oui. l'autre. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour parler de sexualité aux enfants? Vous savez, il faut avoir compris. Ce qui est important, c'est de comprendre que les parents comprennent, les parents et les non-parents, hein, les adultes, Mhm. comprennent que ce qui est important, c'est que les enfants sachent ce que je viens de vous dire, que plus tard dans leur vie, non seulement ben, ils auront le grand bonheur, si tout va bien, de devenir parents, hein, d'avoir des enfants. Ils auront l'intérêt et le bonheur aussi de faire un travail qui leur correspond, qui les intéresse. Et ils auront à vivre leur sexualité. Parce que pour l'instant, on dit tout, les parents, les parents ben, qui ont envie de bien faire pour leurs enfants, quel est le parent qui n'a pas envie de bien faire dans la transmission? Eh bien, ça se cantonne encore très souvent. Tu feras une famille et tu seras heureux et tu auras un travail. Ça suffit pas. Ça suffit pas pour être heureux. Ça veut dire que notre vie affective et amoureuse et notre vie de l'esprit et de cœur ne suffit pas à faire vivre notre sexe. Mhm. Et c'est ça que les adultes doivent comprendre. Ça veut dire qu'il faut pouvoir dire à nos enfants, mais nous sommes des adultes sexués puisque on donne la vie. Et à la fois, on donne la vie et c'est incroyable, c'est une transformation incroyable dans la vie, qui est d'une richesse hallucinante. Mais savoir vivre sa sexualité sans être dans la reproduction, sans faire d'enfant, est une pratique qui entretient la santé, qui nous recrée nous-mêmes, qui nous aide à nous redresser, à être clair d'esprit, à être nous-mêmes dans notre, je sais pas, entièreté. On se complète quand on sait vivre notre sexualité. On le sent. Et si vous voulez, comme ça m'est arrivé dans ma vie, parce que moi j'ai presque eu la chance d'avoir une injonction de mon conjoint et père de mes enfants, qui m'a dit qu'on n'allait peut-être pas pouvoir continuer notre relation parce qu'il n'avait pas de femme. Et moi qui étais tellement amoureuse, mais je comprenais rien. Ça veut dire que j'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas une femme ni qui l'épanouissait et que je n'étais pas épanouie alors que moi j'étais très heureuse, hein. Mon, euh, J'étais mère, j'avais un boulot qui était complètement dans sa recherche, j'aimais cet homme, j'aimais faire l'amour et je ne savais pas que bah, ça me faisait du bien quand même. Mais je n'étais pas dans l'accueil et la réception de ces forces sexuelles à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire dans mon vagin et dans mon utérus. Et cette force que je ne savais pas accueillir et que j'ai découverte, j'ai envie de dire par miracle, a changé ma vie. Le fait de savoir fêter, accueillir et ressentir les forces sexuelles. euh, et vous savez, les Chinois, je trouve, ont une très belle expression. Ils disent pas, c'est pas une pénétration, c'est une compénétration. Ça veut Ah. dire qu'il y a une compénétration des forces féminines et masculines de chacun de nous qui se rencontrent, qui s'amalgament, qui s'empoignent dans notre utérus
Et je dirais, alors si je peux tout, parce qu'après j'aurai sûrement pas l'occasion de le dire, je dirais que les hommes ont un utérus immatériel aussi, pour accueillir aussi, parce qu'un homme, nous, on se redresse aux uns, mais un homme se ressource dans le corps d'une femme. Et s'il se ressource, c'est bien parce qu'il accueille de l'énergie nouvelle aussi. Il n'y a pas que ces décharges énergétiques sous forme d'éjaculation qui font le top niveau et qui s'appelle aussi la petite mort. Donc, si vous voulez, c'est important de... C'est mon cheval de bataille, puisque je ne savais pas le vivre, que les femmes de ma famille ne l'ont jamais vécu, et que ça a changé ma vie en la rendant beaucoup plus éveillée et heureuse. Et c'est toujours le cas. Ça veut dire que le fait de savoir accueillir de la force en nous, alors on n'est pas obligé on ne l'accueille pas que par le sexe. On l'accueille par tout ce qui nous importe, nous intéresse, notre curiosité, ce qui nous nourrit. La nature, bien sûr, la beauté, la, la recherche, la curiosité. Tout ça participe à notre épanouissement et à l'entretien de notre santé. Mais la sexualité, eh ben, c'est la rencontre des sexes. Hmm. Et c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce que c'est de l'intériorité qui se dynamise de bas en haut et qui comble nos déficits personnels. Et qui, si vous voulez, quand on a la maturité, la confiance, l'ouverture, la sécurité de base, oui, il en faut des choses quand même pour y arriver. Et bien, ça nous remonte de bas en haut. Et si ça nous remonte de bas en haut, déjà, ça détoxique nos organes. Déjà, ça fait mieux circuler le sang, les nerfs. Ça traverse nos poumons, on respire mieux, ça apaise le cœur et ça arrive à nos organes d'essence. Et qu'est-ce qui se passe à nos organes d'essence? Eh bien, on se met à entendre mieux, on se met à voir ou à voir mieux. Vous savez, la chanson de... Ça me fait penser à la chanson magnifique de... Comment il s'appelle? Ce Beatle qu'on a tué là. Ah, Oh, my love, oui, oui, for oui. the first time of my life. Je peux voir. My mind can see. Vous voyez, ça veut dire que le fait de savoir vivre un amour où il y a une communication et de l'échange avec l'autre, on est entre soi, on est avec soi et avec l'autre, et ben ça nous rend plus clair d'esprit. Et pour être honnête, moi, c'est ça qui me comble le plus. Moi, de voir clair dans ma vie, c'est ça que je recherche, parce que sinon, moi, je suis brouillée, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je pense. Et moi, j'étais comme ça tout le temps quand j'étais petite. Moi, je n'étais que dans l'assistance à l'autre. Moi, j'étais avec ma maman, avec mes sœurs, avec un gentil papa. Moi, j'étais destinée à être un bébé à vie. Donc, j'étais gentille, j'étais charmante et agréable. Mais je ne savais pas du tout qu'il fallait que je m'occupe de moi et comment le faire. Donc, si vous voulez, c'est tout ça que j'essaye de raconter dans ce dernier livre, à corps et à cœur. Alors, on a les encombrements de ses parents, on a et de son héritage. Et c'est vrai qu'il y a des gros inconvénients, hein, les abus, les incestes, c'est dramatique pour l'épanouissement sexuel. Comment faire confiance quand on a été abusé? Et c'est un travail de titan, mais c'est possible. Mhm. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi? Il se passe aussi qu'on peut rester enfermé dans une sexualité fantasmatique
où on a besoin d'images, de scénarios pour pouvoir se mettre en route sexuellement. Et là encore, c'est un défaut de transmission de la sexualité des parents, où l'enfant, lui, va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette sexualité, puisqu'il est né de cette énergie, il la contient. Et si on ne lui dit pas que maintenant il est trop petit, mais plus tard, il va vraiment pouvoir la découvrir avec curiosité, intérêt, et il va pouvoir découvrir la sienne. Et bien alors, le môme, il va s'accrocher à des images, à ce qu'il entend, à des folies de la famille et de la sexualité, des non-dits, des Hmm. mensonges. Et il va avoir besoin alors il va avoir besoin d'avoir c'est presque plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, la sexualité fantasmatique. Alors ici, il faut se mettre des bottes, des jartelles et des dentelles pour pouvoir être content de pouvoir rencontrer le partenaire ou la partenaire. Et ben on voit bien qu'on a besoin de l'autre, pas du tout pour être avec l'autre, mais pour pouvoir vivre son fantasme. Hmm. Donc, vous voyez, la sexualité fantasmatique est très complexe aussi, parce qu'à ce moment, elle fait jouir, elle donne envie de recommencer, donc théoriquement, on ne peut pas mieux, sauf qu'on n'est pas forcément avec l'autre. On reste seul. Et le troisième encombrement, ce sont les deuils, les drames, les séparations, qui d'un seul coup nous font récupérer tous les deuils qui n'ont pas été métabolisés de notre histoire ancestrale. Les ruptures d'amour. Donc bien sûr que c'est les gens qu'on a aimés, à qui on a ouvert son cœur, et ben, ils vont soit nous quitter, soit ils vont mourir. Et si on n'a pas fait un travail de pouvoir être conscient, d'être toujours sécurisé, d'accepter que ça va être comme ça dans la vie et que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à notre mort. Il y aura toujours des gens qu'on va aimer qui vont mourir. Il y a des amis qu'on perd. Hein. Les deuils et les séparations sont des phénomènes qu'il est important d'accepter et de comprendre que c'est à nous de nous extirper, parce qu'on tombe, on chute dans leur trou, on ne sait plus où on est, ou alors on s'en va, on devient fou. Donc, j'essaye de raconter tout ça dans ce livre pour pouvoir. Et puis, du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, il faut prendre soin de soi à plein de niveaux. Et comme c'est Hmm. important de prendre soin de soi, et ben, quand je dis à plein de niveaux, ça veut dire ben, d'apprendre à bien manger, puisque notre corps est fait de ce que nous mangeons. L'énergétique que l'on fait, qui nous traverse, qu'on en soit conscient ou pas, les qigong, les tai chi, les yogas, le sport, la gymnastique, la danse, hein, tout ce qui nous fait du bien dans le mouvement, ça entretient notre santé. Nos rapports affectifs, les gens qu'on aime, contacter les échanges qui nous renforcent et pas qui nous plombent. Hein, on a un naturel d'être fidèle. Alors, c'est bien, c'est pas que ça va pas d'être fidèle, mais il faut pas être fidèle à quelque chose qui est obsolète et qui est faux. De croire qu'on va jamais y arriver parce que nos ancêtres n'y sont pas arrivés, c'est une fausse croyance, puisque maintenant on sait qu'on peut changer. Vous voyez, il y a du boulot pour y arriver. Alors, Mhm. ben, la nourriture intellectuelle, la nourriture spirituelle, quel est notre rapport à du plus grand que nous, au monde invisible? Il faut se dépatouiller de tout ça. Et il faut pouvoir transmettre à nos enfants qu'on a un rôle dans l'entretien de notre santé et dans la façon dont on va mener sa vie plus tard. Hmm. C'est très inspirant. Mhm.
Je reviens un petit peu à ce que vous disiez au début de l'importance d'être, de redevenir notre mère ou notre père. Et oui, c'est ça, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, si vous voulez, comment le maternel, que ce soit de la mère ou du père, parce que maintenant, moi, si vous voulez, moi, j'ai vécu une révolution de voir les pères s'occuper de leurs enfants, hein, et de les Ah, porter, de les baigner, de les changer, de les amener à l'école, d'aller les chercher. Vous savez, moi, quand le matin, je vois des pères plus ou moins habillés pour aller au bureau, qui poussent la poussette pour amener leurs enfants à la crèche, mais ça m'émeut. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, ça n'existait pas. Le monde a changé. La façon, la famille, le couple a changé dans sa façon de vivre sa vie de famille et sa vie de couple. Et si vous voulez, et la parole s'est mise en route. mhm. Moi, je vois pas comment on peut y arriver sans se parler. Ça me semble impossible et de mon expérience, je trouve que les gens qui y arrivent, eh bien, ils se parlent. Ils savent parler d'eux, ils savent s'écouter, ils savent un peu où ils en sont eux, et puis ils savent un peu où en sont le ou la partenaire. Il faut tellement s'ajuster et sans se corrompre, hein. Nous, moi, ma mère, elle était soumise et dépendante. Alors, pour ne pas être soumise ni dépendante, eh ben, c'est un travail incroyable de créativité de soi, d'être, de devenir vraiment soi-même. Alors, devenir sa propre mère, c'est savoir prendre soin de soi. Et j'ai presque envie de dire, devenir son propre père, c'est presque savoir prendre soin de l'autre. Ça veut dire que la fonction maternelle, c'est une fonction d'assistance à l'autre. On s'occupe de l'autre tant que l'autre, alors l'enfant, et puis tous les gens qui s'occupent des gens dans le besoin, on s'occupe de ce qu'ils ne sont pas capables de faire seuls. C'est ça le maternel. Et Mhm. le paternel, qu'est-ce que c'est? Le paternel, c'est pas porter, soutenir, c'est parler et propulser. C'est apprendre à l'enfant à faire ce qu'il n'était pas capable de faire et ce qu'il va apprendre pour le reprendre à son compte et pouvoir faire seul et se propulser dans la vie. Un père va témoigner à son enfant que le monde est plus grand que celui que la mère lui propose. Alors, c'est pas seulement la mère et le père, hein, c'est le maternel de la mère et du père, comment on assiste son enfant, et le paternel, c'est le paternel de la mère, bien sûr une mère va parler à son enfant et lui apprendre l'autonomie pour le propulser dans sa vie. Donc, Et on doit retourner cette médecine vers nous. on doit retourner cette médecine vers nous pour, pour intégrer, pour s'éveiller déjà à devenir soi-même. Et puis, cette médecine, elle va vers l'autre. Parce que justement, hein, si vous voulez, le drame actuel, je trouve, c'est la solitude. Mhm. Tous ces célibataires, alors il y en a qui prônent que c'est tellement bien, et c'est vrai que ça donne de la liberté d'être seul. Ça, c'est sûr, hein. Mais la solitude sans rencontre, pour moi, de l'altérité, de la différence et de la complémentarité, eh ben moi je trouve que c'est un peu, et moi ça m'intéresse d'être confronté à la différence et à la complémentarité. Ça m'aide, ça m'apporte des choses que je n'ai pas. Mhm.
Alors, je ne sais pas tout ce qu'on peut encore raconter. En fait, pendant que vous parliez tout à l'heure, je pensais à ces différentes étapes parce que on dirait que la femme, on est faite de plusieurs vies, Bien sûr. de par les étapes au niveau hormonal. On peut juste parler périménopause, préménopause, ménopause, mais aussi à partir de l'adolescence, je pense, il y a des grands changements. Et quand vous disiez, c'est important de parler et de dire, il faut d'abord comprendre ce qui se passe en nous. Et je trouve Et bien sûr. on parle très peu de ces changements euh, qu'on doit Ben, vous savez, on considérer. parle très peu de tout. Oui, mais souvent on va dire, ben, à la ménopause, les changements font que ben, la sexualité s'éteint. Mais vous savez, c'est drôle ce que vous mettez, que vous parliez de ménopause, parce que c'était le sujet de mon atelier d'hier. Parce que moi, depuis 17 ans, je donne des ateliers de 3 heures, d'octobre à juin, où, où j'ai institué différents thèmes, et c'était la ménopause. Et qu'est-ce que j'introduisais hier? Ce qui est important dans la ménopause, c'est cette période de transformation. Ça veut dire on ne va plus fonctionner de façon cyclique, avec des cycles. Depuis la ménopause, depuis la puberté, on est cyclé. On démarre un cycle, on ovule, on termine un cycle, on a ses règles et on continue. Et on est sous la dépendance de la Lune. Et puis, les ovaires signalent qu'ils ne répondent plus aux injonctions hormonales de l'hypophyse et de l'hypothalamus, du troisième œil, comme si on pouvait pas être mère à tout âge. Les ovaires ne répondent plus, c'est pas qu'on n'a plus du tout d'ovules, c'est que les ovaires disent c'est trop, ça y est, c'est fini. Et on quitte ce fonctionnement cyclique, mais pour un fonctionnement, je dirais, solaire. Et la grâce des taoïstes de la Chine ancienne, c'est d'appeler cette période un deuxième printemps. Ça veut Hmm. dire qu'on va passer à une autre période de vie où on va pouvoir vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est-à-dire, au niveau de la sexualité, on va plus risquer d'être enceinte. Ben, ça donne quand même beaucoup de liberté. Alors, c'est vrai que si on s'est associé dans l'esprit social de l'avant libération sexuelle qu'à la ménopause, eh ben, on servait plus à rien et on était foutu, et que c'était normal, c'était hormonal, on est sèche, on est un peu triste, on a des bouffées de chaleur et on n'a plus de désir sexuel. Eh ben, c'est encore cette image qui est colportée socialement. Et c'est très grave pour moi. C'est sûr que si on dit aux femmes, aux jeunes, là, de se préparer, hein, avant, bah, dans la quarantaine, qu'elles se mettent à anticiper et à se préparer pour être en forme et passer la ménopause et être heureuse de découvrir et curieuse de vivre une... Mais bien sûr qu'on vieillit et bien sûr que c'est pas agréable de vieillir, mais c'est inéluctable. Donc autant profiter des avantages nouveaux que procure la ménopause et ce deuxième printemps, ça veut dire on va se mettre à pouvoir faire des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on ne savait pas faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on n'avait pas la possibilité. C'est sûr qu'il faut savoir ce que l'on veut. Hein? C'est sûr ce que... Alors, si vous voulez, au niveau d'une routine un peu sociale et familiale, eh ben, on devient grand-mère. Et c'est super agréable et intéressant et magnifique. Mais comme maintenant la grand-mère est mise un petit peu sur la touche, eh ben, il est important que la grand-mère sache inventer une vie qui lui importe.
On est jeune encore, on a de la force et c'est toute notre créativité qui va entretenir notre santé. Voilà, et alors heureusement, ça s'appelle le troisième âge, et comme on vit plus longtemps, eh ben, il faudra passer au quatrième. Peut-être Je- encore un cinquième, je ne C'est sais une pas. très belle façon de voir parce que je, la perception qu'on a, c'est que quand on est enfant, la fleur s'ouvre tranquillement vers une sexualité ou la découverte de son corps, tout ça. Puis ensuite, on nous dit, ben, à la ménopause, ça se ferme, Ça se fane, ça se fane et on va vers, c'est quasiment comme la fleur va mourir, mais en réalité, mais il y a une elle se graine qui transforme. sort. Il y a une transformation parce qu'il y a une fructification des racines. Mhm. Je parle des plantes vivaces, hein, nous sommes des vivaces. On ne meurt pas tous les ans. Ou alors- donc, vous voyez, il y a une fructification des racines et ça veut dire que ça va nous permettre de rebondir et d'aller de mieux en mieux, d'être de plus en plus dans l'expérience. Enfin, moi, je trouve ça passionnant de savoir de plus en plus de choses. Et c'est vrai que c'est émouvant d'avoir une santé. Eh ben, on est plus fatigable, c'est vrai. C'est très émouvant. Et puis c'est la vérité, donc on est bien obligé d'apprendre une réelle acceptation du mouvement de la vie. Mais c'est pas pour ça qu'on s'endort. Vous savez, je pense que vraiment les maladies Alzheimer, c'est vraiment une régression. On régresse comme un bébé. Ça veut dire qu'on s'est identifié à son corps. Mais si on s'identifie à son esprit, bah quand même, on grandit encore. C'est pas Hmm. pareil. Et la sexualité reste bonne pour la santé, même après 50, 60, 70 ans, toujours. 80 même après 80. J'en suis le témoin vivant. Si vous voulez, c'est important, ça se modifie, mais la qualité de la rencontre et de la compénétration qui Hmm. donne, c'est ça qui donne du plus. Et ben c'est toujours présent. Donc, si vous voulez, moi, je suis tellement blessée quand je vois ces femmes, alors un peu trop jeunes aussi, et puis moins jeunes, de trouver que elles savent pas aborder leur vie, leur façon de vivre, elles sont encore trop perdues. C'est du travail, c'est du travail. Mhm. Je me dis, ben, comme on est plus heureux si on le fait plutôt que si on le fait pas, je sais pas, du coup, c'est facile. Enfin, Hmm. c'est facile au niveau du choix. Et vous savez, quand on s'engage à aller de mieux en mieux, ça marche. Hmm. Je sais ça. Je sais. Donc, c'est à ce moment-là, c'est plus le but, c'est le chemin. On se sent de mieux en mieux. Eh bien, c'est ça, ça va. Hmm. Très, 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 très inspirant. Très inspirant. Là, vous avez parlé que vous donniez un atelier hier, mais vous, vous êtes à Paris. Peut-être que s'il y a des personnes qui nous entendent de votre région, ben, ils ont la chance de vous avoir proche. On espère que vous veniez nous visiter bientôt au Oui. Québec aussi. Sinon, en attendant, J'ai évidemment, il un y a votre site. site, hein, j'ai un site. Oui, puis il y a Je les m'en occupe pas livres. bien. Il y a les livres, il y a le site. Moi, je m'en occupe pas bien, hein. C'est pas, je pourrais faire mieux. Enfin, je pourrais faire en sorte qu'il soit mieux. Mais c'est annoncé quand même tout ça, mon Oui, travail, oui, mon oui, travail. absolument, absolument. Est-ce qu'il y a un On mot peut de me la fin que... trouver, on peut me trouver. Oui, absolument, absolument. Puis je vais laisser vos coordonnées aussi. Euh, et puis, moi, je dis les livres, c'est à lire et relire, je pense. Les livres. Je sais pas, j'ai une anecdote. Je sais pas si c'est tellement Oui, intéressant de raconter ça pour terminer, mais il y a pas longtemps, il y a une vieille dame qui s'est retrouvée dans le métro parisien. Elle s'est un peu endormie, elle a loupé
sa descente et le métro est allé au garage. Et elle s'est retrouvée, c'est la nuit toute seule. Et on lui a demandé alors, vous avez eu peur? Elle dit non, vous savez, j'ai essayé d'être un peu éclairée. Il a fallu que je change de place parce que j'avais mon livre. Alors, eh ben, je savais qu'à 5 heures du matin, j'allais pouvoir repartir. Et ben alors j'ai lu, j'ai dormi. Non, non, j'ai pas eu peur du tout. Quand on a un livre, vous savez, on s'ennuie jamais. Et ben voilà. Oh, c'est C'est bien. joli, hein? C'est joli. Oui, Voilà, c'est très joli. voilà. Merci pour cette belle anecdote. Avec plaisir. Merci infiniment de votre participation. On va Oui, merci de diffuser. m'avoir invité, hein. Ah, Merci de m'avoir trouvé, bien on se sûr. retrouvera peut-être Ok. bientôt pour un autre projet. Avec grand plaisir. Je suis là pour Merci. ça. Merci bien. Merci, Au merci. revoir. Au Au revoir à revoir. tout le monde. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!